Très bien, Monsieur le Président. Je vous remercie de m'avoir invité et je crains que vous n'ayez très rapidement à le regretter parce que j'ai bien conscience, en ayant lu les rapports, et je vous en remercie, qui ont été publiés très rapidement de ces différentes cénacles, qu'il y avait globalement une sorte de hostilité sourde à toute procédure référendaire de la part des parlementaires en particulier, mais pas que des parlementaires, peut-être aussi mes collègues universitaires. Alors je vais me permettre de faire trois remarques, si vous le voulez bien. Ma première remarque sera à l'encontre donc des parlementaires, la seconde en direction de l'université, et la troisième à propos de cette mode des commissions. Euh, Comme l'a fort justement rappelé l'un des intervenants, M. Michael Fossel, ce me semble, pardonnez-moi si je le prononce mal, durant la deuxième séance, la démocratie représentative constitue un oxymore. Et effectivement, à l'université, on apprend assez volontiers que la démocratie, c'est la représentation. Or, je fais partie d'un courant informel, avec d'autres auteurs, Bruno Daugeron, Jean-Marie Danquin, qui pensent que la démocratie ne peut pas être représentative. En d'autres termes, la représentation n'est pas démocratique. Quand bien même elle serait de modalité démocratique, c'est-à-dire faite par le peuple, la représentation, pardonnez-moi, ne représente que ceux qui sont élus et non pas fatalement ceux qui, encore une fois, ont participé à ce mode méritocratique, oligarchique, tout à fait honorable, mais qui n'est pas la démocratie. Bien, c'était ma première remarque, encore une fois, et pardonnez-moi de le redire à nouveau, la démocratie représentative, ça me semble être une sorte d'illusion à laquelle il faudrait peut-être non pas mettre fin, parce que je suis convaincu qu'il faut des représentants, mais dont il faudrait montrer les limites, si je puis dire, inhérentes à la chose. Ma seconde remarque est à propos de l'université. J'achève, pardonnez-moi, comme ma collègue Laurence Morel, une minable carrière universitaire, en ce qui me concerne, que j'ai passée sur un strapontin d'une université prestigieuse, qui ne s'est jamais vraiment intéressé à mes travaux, sauf à son commencement, parce qu'évidemment, le référendum, la Suisse, le référendum d'initiative populaire, tout ça sent le soufre en France, parce que nous avons une espèce de tradition, pardonnez-moi de dire de manière aussi peu universitaire, imbécile, qui consiste à considérer que le référendum, c'est le plébiscite, et on enseigne encore à l'université qu'il y a le référendum et le plébiscite, ce à quoi mon collègue et néanmoins ami Jean-Marie Danquin a mis fin dans une thèse de 1976 qui s'appelle Référendum et plébiscite, l'un est dans l'autre et réciproquement. Or en France, nos élites, nos universitaires, nos journalistes et peut-être nos parlementaires pensent que le référendum, c'est fatalement ou un référendum ou un plébiscite. Et bien même en Suisse, l'un est dans l'autre et réciproquement. On pourra peut-être en reparler, et donc il faudra arrêter cette illusion de croire qu'il y a des bonnes consultations, qui seraient donc des référendums, et de mauvaises consultations, qui seraient donc des plébiscites. J'achève une carrière sur un strapontin parce que mes travaux n'intéressent pas tellement mes collègues. Alors c'est un avantage, je suis dans le désert de Gobi, on m'y laisse tranquille, mais on y rencontre peu, évidemment, d'autres universitaires, et encore moins le peuple, qui est pourtant ce qui m'intéresse, à savoir, évidemment, ce peuple qu'on met, encore une fois, tout en haut, le souverain. Quand il commence à demander des comptes, évidemment, c'est beaucoup plus inquiétant pour les élites. J'ai commencé ces travaux en 1985, et donc je fête les 30 ans d'un ouvrage pourtant publié au PUF, qui est en grande réserve à Cujas, ce qui est tout à fait significatif et emblématique, où avec deux autres collègues, nous étions allés en Suisse faire une étude sur le terrain, ce qui est assez rare aussi, et nous avons étudié trois phénomènes. D'abord les Landsgemeinden, c'est-à-dire les endroits où on vote encore comme cela. Évidemment, on a pris quelques photos qui sont tout à fait désobligeantes parce qu'on voit des gens qui participent à des assemblées populaires et on vote à main levée. Ce qui évidemment est très troublant. Alors je vous rassure, c'est en voie de disparition, il n'en reste que deux, mais tout de même, ça existait depuis le XVIe siècle. On a dans des petites communautés de tout de même 40 à 50 000 personnes voté et on vote toujours à main levée et on prend les décisions populaires qui sont tout à fait redoutables pour les instances élues parce qu'effectivement, c'est la démocratie directe dite pure en voie de disparition, qui a un pendant au demeurant aux États-Unis, les town meetings, sur lesquels aucune étude n'existe, puisque la dernière sur ce point qui a été faite de manière exhaustive est celle d'Alexis de Tocqueville, c'était tout de même avant-hier. Donc, cette démocratie directe suisse est très peu connue, elle est très peu étudiée, pratiquement aucun auteur n'est allé voir ce qui s'y passait, ça se passe à 500 km de Paris, et mes collègues parlent de folklore, mais dans le mot folklore, il y a le mot folk, il y a le mot peuple, et évidemment ça fonctionne. Je répète, ça n'a pas d'avenir, ça a un passé, ça a existé, ça montre que ça peut fonctionner. Bien. Et puis Internet pourrait servir de palliatif, on en reparlera peut-être. La seconde étude portait sur le référendum financier, complètement inconnu en France,
procédure tout à fait redoutable qui empêche toute dérive possible des élus, puisque le référendum financier oblige les autorités élues à demander aux citoyens, quand ils veulent engager une nouvelle dépense, la commune est en faillite, ou plutôt la commune a des difficultés, je veux faire Disneyland, eh bien non, le peuple va pouvoir dire non, et on ne peut pas saucissonner la dépense de telle façon qu'on éviterait le référendum financier. C'est une arme tout à fait redoutable, parfaitement méconnue en France, sur laquelle, pardonnez-moi, j'ai un petit peu écrit aussi, mais qui n'est pas du tout connue, qui est un des types des très nombreux référendums, parce que Laurence Morel avait raison de le raconter, le référendum, c'est un arbre qui cache une forêt de dispositions tellement différentes les unes des autres qu'elles sont absolument impossibles à résumer de manière synthétique. La troisième étude était celle sur laquelle je m'étais penché plus particulièrement, c'était celle de ce qu'on appelle le référendum dit d'initiative populaire. Et j'ai pu depuis écrire, toujours au PUF, donc personne ne me lit, un article sur l'initiative populaire. Pardonnez-moi, chère madame, je vous le dis parce que c'est une vérité universitaire. Mes collègues n'ont pas le bon goût de me citer et ça n'est pas une forfanterie de le dire. C'est ainsi. Mais je suis maître de conférence, donc ça explique peut-être le pourquoi de la chose. Donc, je le répète, j'ai fait cette troisième étude sur le référendum d'initiative populaire au niveau des cantons et des communes suisses, donc à un niveau local, où la chose fonctionne, ce me semble de manière tout à fait satisfaisante. Ça n'est évidemment pas un idéal. Je suis, comme Laurence Morel, tout à fait, comment dirais-je, dubitatif sur l'intérêt de ces mesures, mais je constate qu'en Suisse, ça marche. Il n'y a pas de mouvement révolutionnaire, il n'y a pas de mouvement réactionnaire, ça marche. Et effectivement, on doit tenir compte au niveau local de toutes sortes de petits groupes qui pourraient considérer que couper quelques arbres quelque part, ça va poser problème, etc. Donc, en amont, pour éviter ces procédures, évidemment, il y a un consensus pour éviter des mesures prises par des autorités à travers des enquêtes publiques qui sont, pardonnez-moi, toujours dans un niveau lamentable de fonctionnement en France, puisque dans le cas de cette étude, j'étais étudiant du professeur Drago, et c'est en étudiant les enquêtes publiques que j'avais été amené à voir ce qui se passait en Suisse, où ça fonctionne beaucoup mieux qu'en France, parce qu'évidemment, on tient compte de la position des individus. Les citoyens existent en Suisse, les citoyens sont au cœur du système, on ne peut rien faire sans eux. Le système, c'est eux. Ils sont le souverain. Pardonnez-moi, ça n'est, semble-t-il, pas le cas en France, et c'est peut-être une des raisons pour laquelle cette commission, dans un sursaut de lucidité, se penche sur cet avenir d'institution, parce que nous avons vraiment un problème de déficit démocratique, même en France, et pas qu'au niveau de l'Union européenne, par rapport à la place du peuple qui fait tellement peur et qui ne me rassure pas plus que vous, parce que le peuple fait peur. Je ne suis pas le peuple, et effectivement, on ne sait pas très bien ce qu'il peut faire demain. Je vous rappelle qu'en mai 68, tout allait bien, la France marchait parfaitement bien, et puis soudain est arrivé cet événement que nous avons connu et qui a surpris tout le monde. Donc je ne pourrais vous dire de quoi est fait demain, mais tout peut arriver, et je crois que la crise économique que nous traversons est de nature à vous inquiéter, tout qu'elle m'inquiète moi-même. Bien, donc j'ai encore une fois étudié ce phénomène, et puis j'ai été amené à m'intéresser à la révocation populaire. Parce qu'en Suisse, cette procédure existe. Elle n'a jamais été appliquée. Elle existe dans 8 cantons. Et elle a été inventée par des Français. Les Suisses prêtent volontiers à Condorcet ou à Gracchus-Babeuf l'origine de cette procédure. Je n'en ai jamais trouvé la trace précise, même si j'ai été voir à Moscou ce qu'il en était, parce qu'ils ont les archives Babeuf. On n'en sait rien, mais toujours est-il que c'est nous qui avons apporté et qui avons créé la démocratie suisse et qu'elle fonctionne à travers le mouvement révolutionnaire. Et donc, les procédures de révocation populaire, ce qu'ils appellent l'Aberufungsrecht, existent de manière globale au niveau de 8 cantons, soit pour le Parlement, soit pour les autorités exécutives. Ça n'a jamais été appliqué, mais ça a servi de modèle pour qu'en 1903, aux États-Unis, des hommes politiques de Californie viennent voir ce qui s'y passait pour l'introduire aux États-Unis. Car ça a commencé par Los Angeles, où en 1903, on a importé ces procédures. Pourquoi ? Parce que deux groupes politiques, les compagnies de chemin de fer, arrosaient systématiquement les élus démocrates comme républicains, et donc une corruption assez évidente existait, et donc une minorité de gens un peu socialisants, disons-le, ont estimé qu'il faudrait peut-être mettre sur pied des procédures où en cours de mandat on puisse révoquer des élus. Ça a commencé par la ville de Los Angeles, ça s'est ensuite exporté par la côte ouest, et actuellement, alors les chiffres sont polémiqués, mais je crois que 36 ou 39 États américains pratiquent ces procédures à différents niveaux. On est à la limite de procédures sulfureuses parce que les États prétendument démocratie populaire, ni l'un ni l'autre, donc les États d'obédience bolchevique avaient introduit ces mesures et s'en servaient évidemment pour ostraciser des hommes politiques qu'on voulait mettre sur le banc. Donc la procédure est dangereuse, mais elle existe. Encore une fois, on pourrait peut-être y réfléchir. Et quand vous me posez la question, in fine,
Pour quel mandat serait-il éventuellement adapté? Eh bien, ça dépend de votre degré d'humour. Encore une fois, faut-il le faire par le haut ou par le bas? Je ne saurais le dire. Mais la procédure révocatoire a un intérêt, c'est qu'elle n'a aucune conséquence juridique. C'est quelqu'un qui perd en cours de mandat celui-ci. Maintenant, aux États-Unis, et je vous pourrai en discuter éventuellement des souvenirs que j'en ai, c'est très compliqué parce que ça n'est pas, comment dirais-je, pour des raisons de malversation systématiquement qu'un élu peut être amené à être révoqué. Hein. Donc c'est un peu, on n'est pas content de ce que vous faites et vous faites des choses qui ne sont pas très légales. Donc c'est assez compliqué. Bien, alors j'en viens à une dernière étude que j'ai pu faire et qui pourrait peut-être, si vous le souhaitez, susciter votre intérêt. J'ai un jour écrit quelque part, toujours au PUF, qu'il serait peut-être souhaitable, à propos des parrainages présidentiels, de les substituer par un parrainage populaire. Et je pense que ça mettrait fin à cette procédure tout à fait curieuse qu'on appelle donc les primaires, qui pour l'instant ont bien fonctionné, on en a eu quelques-unes, fort peu. Je crains qu'à terme, ça ne soit une captation, pardonnez-moi par le haut, de choses qui empêchent l'émergence éventuelle d'un candidat qui serait hors parti, parce qu'il y a une captation par les partis de la vie politique tout à fait pathétique dans ce pays, on sait par anticipation qui sera in fine dans la course finale à l'Élysée. Et l'idée que le peuple choisit leur président est une illusion totale. Le parrainage populaire, pardonnez-moi, pourrait permettre que le peuple soit à l'origine d'initiatives. Et il suffirait de mettre le chiffre entre 1 million et 1,5 million, en dessous, trop de candidats, au-dessus, pas de candidats quand on voit les résultats, et on se rendrait compte soudain qu'effectivement, on pourrait voir émerger éventuellement des candidats qui sont hors système politique. Je vous invite à y réfléchir si vous le voulez bien. J'en viens à ma troisième remarque sur les commissions, et je me félicite que le président Bartolone ait formé cette commission, qui n'est pas une commission d'origine gouvernementale. J'ai mis fin à ma carrière, je crois, en 1993, parce que j'avais critiqué avec mon ami et collègue Bernard Owen les conclusions de la commission Vedel sur les modes de scrutin, où j'expliquais que l'accordéon était tel qu'évidemment on aboutissait à un système où on essayait tout et n'importe quoi en France et que peut-être ça ne marchait pas. J'ai l'impression que ces remarques n'ont pas tellement plu au doyen Vedel et à ceux de son entourage, donc j'ai évité depuis de critiquer les résultats des commissions, mais je crains qu'évidemment mes remarques n'aient pas eu quelque pertinence à l'époque, ce qui était donc très impertinent. Alors, maintenant, je vais vous rassurer, techniquement, je peux vous vendre et vous offrir, parce que la chose est gratuite, toutes sortes de procédures qui éviteraient que le peuple dise vraiment ce qu'il a à dire. En clair, si vous avez vraiment, et je crains que vous n'alliez pas en ce sens, et il faut distinguer le local du national. Il est évident que ce qui se passe au niveau local n'a rien à voir avec ce qui se passe au niveau national, et donc ça n'a pas la même portée. Mais si vous aviez l'audace d'envisager d'introduire un jour un référendum d'initiative populaire, ce qui, je le répète, est un monde complètement à part qui n'a plus rien à voir avec le référendum. En clair, en Suisse, la question n'est pas binaire, c'est pas oui ou non. C'est oui, oui ou non, non. C'est le système HAB, des choses extrêmement complexes que je maîtrise moi-même, formales, puisque j'écris là-dessus il y a fort longtemps et que je n'ai jamais l'occasion d'expliquer dans le détail ces procédures. Il faut bien que vous compreniez qu'on peut, face à une initiative populaire, proposer, ce qui est marqué dans votre document, un contre-projet. Or, le contre-projet permet éventuellement aux électeurs de répondre oui ou non, système binaire, ou bien oui, oui, ou bien non, non. En clair, le système HAB, qui permet encore une fois à ceux qui sont pour le fait d'avoir un consensus vers rien du tout, ou quelque chose plutôt l'un que l'autre, d'avoir une sorte de, comment dirais-je, solution qui ne soit pas simplement le rejet ou l'acceptation de la mesure. Bien, mais tout ça est extrêmement complexe. Et au demeurant, j'ai dans ma thèse eu le bon goût que j'avais consacré à la Suisse de regarder ce qui se passait aux États-Unis, parce que sachez que pour ce qui est des procédures, je répète, face à une initiative populaire, qu'on peut d'ailleurs connaître sous deux formes, soit rejet de toute pièce, soit sous forme de simple vœu. Et la chose est très différente l'une de l'autre. Si on prend celle rejet de toute pièce, les autorités au niveau fédéral et en Suisse au niveau local peuvent faire ce qu'on appelle le Gegenvorschlag, c'est-à-dire un contre-projet. Donc proposer une autre mesure, une mesure différente. Bien. En Suisse, cette procédure est généralisée. C'est-à-dire que, soit par des dispositions prises au niveau local par les autorités, on a mis ces textes dans la Constitution, soit le tribunal fédéral l'a autorisé, estimant que les élus étant légitimes dans leurs fonctions, ils peuvent le proposer. Donc, si je m'étais limité à la Suisse, j'aurais dit cette mesure est normale, les parlementaires représentants étant élus par le peuple, ils peuvent proposer une contre-mesure. Or, aux États-Unis, cette mesure n'existe que dans 2 États américains qui pratiquent l'initiative populaire. En clair, on a une telle méfiance des élus
qu'on répugne parfaitement à permettre face à une initiative populaire que les autorités proposent une contre-mesure. Donc ce qui est généralisé chez les uns ne l'est pas ailleurs parce qu'on n'a pas la même historicité par rapport à la corruption. Et vous voyez que c'est très compliqué. Faire l'un et faire l'autre, encore une fois, permettre cette procédure ou pas, dans quelle mesure, sur quel objet, avec quel contrôle, avec le rôle essentiel du juge, à quel niveau. Tout ça, ce sont des questions extrêmement compliquées. J'avais énoncé une sorte de liste dans un dictionnaire paru au PUF, encore une fois, de toutes les possibilités techniques de blocage qui existaient. C'est un monde, encore une fois, tellement compliqué que je vous avoue moi-même ne pas le maîtriser, tellement la chose nécessite de s'actualiser. C'est très compliqué, mais on peut techniquement tout empêcher. Maintenant, soyons clairs, à l'article 11 en 2008, on a fabriqué une fantastique usine à gaz, et j'en ai un peu honte pour les parlementaires, parce que cette espèce d'initiative prétendument partagée, et que certains de mes collègues qualifient d'initiative populaire, et je ne citerai pas l'auteur qui en parle ainsi, c'est tout à fait pathétique. Ça n'est absolument pas l'initiative populaire. Ça n'est pas ça qu'il faut faire. L'initiative populaire suppose qu'on ait la confiance en une minorité, et donc c'est une initiative minoritaire, comme l'a écrit un jour Jean-Luc Parodi, fort justement, minorité extrémiste, d'avant-garde ou d'arrière-garde, peu importe. On ouvre le débat, et ensuite, après le débat, le peuple tranche. En Suisse, vous avez une vague d'initiative populaire dite xénophobe, initié par un homme politique d'extrême droite, Schwarzenbach, qui ne supportait pas l'invasion étrangère, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des Français, des Italiens, des Allemands à l'époque qui venaient travailler en Suisse comme frontaliers. Bien, la classe politique ne veut pas s'emparer de cette question qui sent mauvais, on n'a rien à y gagner. Il lance la procédure, scandale populaire, discussion, débat, et les Suisses se rendent compte que certes il y a beaucoup d'étrangers en Suisse, 20% des personnes en Suisse sont étrangères, mais sans eux, l'économie suisse ne marche pas. Et donc, à 3 reprises, Schwarzenbach est revenu à la charge. Il a échoué chaque fois. C'est à nouveau arrivé. En Suisse, on est conservateur, un peu xénophobe, mais les peuples sont tous xénophobes. Et pour autant, on admet les étrangers parce que le bon sens veut qu'ils soient là. Mais le débat a été purgé de son espèce de fantasme, trop d'étrangers en Suisse. Voilà donc l'intérêt de ces questions, encore une fois. En Suisse, on ouvre le débat et encore une fois, on peut faire trancher le peuple. Et le peuple n'est pas idiot. Alors certes, il y a une abstention tout à fait évidente, comme aux États-Unis. Mais là, c'est dû à notre historicité, et les spécialistes de la question la connaissent mieux que moi. Il est clair qu'en France, quand vous avez un référendum qui a très peu de participation, encore une fois, le Premier ministre Michel Rocard fait une catastrophe, même s'il a réussi globalement son référendum, et François Mitterrand en est ravi, ça me semble, de ce que j'ai cru comprendre. Mais très clairement, en Suisse, ça n'a aucune importance. Quand les citoyens ne se sentent pas compétents face à une question, ils ne votent pas. Parce que vous avez, et vous pourrez le voir au niveau de la chancellerie fédérale, un calendrier électoral qui est prévu pour les votations durant les 20 prochaines années. C'est prévu par anticipation, tout est prêt d'avance. Le système fonctionne ainsi. On sait qu'on va voter, revoter, et je répète, au niveau fédéral, donc ça peut être aussi des votations au niveau cantonal et communal, et donc on aura l'occasion de se prononcer à nouveau. Donc ne se prononcent que les citoyens qui se sentent compétents face à une question qui est posée. Et donc ce problème est un non-problème. La participation faible n'empêche pas la validité de la question, encore une fois, parce qu'on sait que le coup d'après, on pourra à nouveau voter en tant que souverain. Voilà quelques remarques, j'espère ne pas en déborder de mon temps de parole en introduction, mais là encore, je suis ouvert à toute discussion sur ce point. Je vous invite donc à faire un coup d'État al dente, comme l'a écrit Michel Vinocq si bien à propos du 13 mai, parce que je pense qu'il y a vraiment un choc à faire, et même si vous êtes hostile aux procédures référendaires, introduisez-les d'initiative populaire, parce que c'est sans danger. Le peuple suisse est très clairement conservateur, et donc il avance résolument, et je pense que le peuple français est de même nature. Ça n'offre aucun risque, et techniquement, on peut faire quelque chose qui a l'apparence d'une démocratie et qui consisterait en fait à empêcher le peuple de souverain. Tout dépend du rôle du juge, à quel niveau on le situe. Merci beaucoup de votre attention.